Michael Adebayo habitait un modeste appartement de 2 chambres dans le complexe résidentiel de Nuyaba. À 42 ans, cet ingénieur civil Yoruba avait gravi les échelons de la compagnie Landmark Engineering avec la patience et la détermination caractéristiques de son peuple. Chaque matin, il se levait à l'aube pour réciter la prière de l'Al-Fajr, héritage de sa conversion à l'islam lors de ses études à l'université de Lagos. Tonia, son épouse depuis 15 ans, était une beauté Igbo aux ambitions démesurées. Native d'Aba dans l'état d'Abia, elle avait quitté son village avec des rêves de grandeur plein les yeux. Leurs 2 filles, Gina et Naomi, portaient en elles le mélange harmonieux de ces 2 cultures nigérianes, la sagesse Yoruba de leur père et la détermination Igbo de leur mère. L'appartement sentait toujours l'encens et l'huile de palme. Les murs étaient ornés de masques traditionnels Yoruba que Michael avait hérité de son grand-père et d'un portrait de famille pris lors de leur mariage à la mosquée centrale de Lagos. Tonia, resplendissante dans son jalet doré, et Michael, fier dans son agbada blanc brodé, souriaient à l'objectif, inconscient que ce bonheur avait une date d'expiration. L'alarme du Nokia de Michael résonnait chaque matin à 5 heures, non pas seulement pour le réveiller, mais pour marquer le début d'un rituel sacré. La préparation minutieuse du petit déjeuner familial, le repassage des uniformes scolaires et ces quelques minutes précieuses où il regardait dormir ses princesses. Mais ce matin de mars était différent. L'enveloppe brune posée sur la table basse depuis la veille contenait sa lettre de licenciement. 12 années de loyauté indéfectible, réduites à quelques lignes administratives. Réduction d'effectifs. Restructuration économique. Merci pour vos services. En Afrique, les chemins de nos ancêtres sont mystérieux, mais ils finissent toujours par reconnecter ce que le destin a séparé. Car le sang qui coule dans nos veines porte la mémoire de 1000 générations, et l'amour d'une mère africaine est plus fort que toutes les distances. Tonia se réveilla avec cette irritation particulière qu'elle affichait désormais chaque matin. Ses cheveux, habituellement tressés avec soin, étaient négligemment recouverts d'un foulard en wax délavé. Ses yeux, autrefois pétillants d'amour, ne reflétait plus que l'amertume d'une femme qui se sentait trahie par le destin. « Tu ne vas même pas travailler aujourd'hui » lança-t-elle en langue Igbo, sa voix chargée d'un mépris qu'elle ne prenait même plus la peine de dissimuler. Michael, assis au bord du lit, contemplait ses mains cailleuses, ses mains qui avaient dessiné les plans de pont, supervisé la construction d'immeubles et caressé le visage de ses filles chaque soir en leur racontant des contes Yoruba. « Tonia, nous devons parler », dit-il en Haoussa, cette langue neutre qu'ils utilisaient parfois pour éviter que les filles comprennent leurs disputes. « Parler de quoi ? De ton incompétence ? De ma honte ?» répliqua-t-elle en anglais, cette fois sans se soucier d'être entendue. Dans la chambre voisine, Gina, 14 ans, serrait contre elle sa petite sœur Naomi, 6 ans. Gina avait hérité de l'intelligence pragmatique de son père et de la beauté saisissante de sa mère. Ses grands yeux noirs, encadrés de tresses ornées de perles traditionnelles, reflétaient une maturité précoce. Naomi, quant à elle, était le portrait craché de Michael enfant. Le même sourire lumineux, la même curiosité insatiable, la même capacité à trouver de la joie dans les plus petites choses. « Gina, pourquoi papa et maman se disputent tout le temps ?» chuchota Naomi en Yoruba, la langue que Michael leur parlait le soir pour qu'elles n'oublient jamais leurs racines. « Ne t'inquiète pas, petite sœur, papa va trouver une solution. Il trouve toujours, » répondit Gina, mais sa voix tremblait d'incertitude. Ce soir-là, Michael appela sa mère, Mama Adebayo, qui vivait encore dans la maison familiale d'Ibadan. À 78 ans, cette matriarche Yoruba avait traversé la guerre civile nigériane, élevé 6 enfants et enterré son mari avec la dignité stoïque des femmes de sa génération. « Omomi, mon fils », dit-elle de sa voix chargée de sagesse. Ton grand-père disait toujours que les épreuves sont comme la forge du forgeron. Elles font mal, mais elles transforment le fer en acier. Mama, Tonia parle de partir. Elle dit que je ne suis plus un homme, confessa Michael, sa voix se brisant. Un homme n'est pas défini par l'argent dans sa poche, mais par l'amour dans son cœur et la force de ses convictions. Si elle ne comprend pas cela, alors elle n'a jamais vraiment connu l'homme que tu es. Ces paroles résonnèrent en Michael comme un chant ancestral, un rappel de qui il était vraiment au-delà des définitions superficielles du succès. Le matin fatidique arriva, un mardi pluvieux de saison des pluies. Lagos était noyé sous des trompes d'eau, comme si le ciel pleurait à l'avance sur ce qui allait se passer.
Tonya se tenait près de la porte, 2 valises Louis Vuitton, contrefaçon achetées au marché d'Alaba, à ses pieds. Elle portait sa plus belle robe en Ankara, celle qu'elle réservait pour les grandes occasions. Ses cheveux étaient fraîchement tressés, ses ongles parfaitement manucurés. Elle s'était préparée pour ce départ comme pour une libération. « Où vas-tu » demanda Michael, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Je vais là où je serai respectée », répondit-elle avec cette arrogance nouvelle qu'elle avait développée depuis qu'elle fréquentait Stanley Okafor, ce riche businessman Igbo qui possédait une chaîne de supermarchés à Victoria Island. Gina et Naomi étaient assis sur le canapé en simili-cuir que Michael avait acheté à crédit 2 ans plus tôt. Leur petit visage trahissait une confusion douloureuse. Naomi tenait son ours en peluche, cadeau de son père pour ses 6 ans, comme si c'était la dernière chose solide dans un monde qui s'effritait. « Maman, on vient avec toi ?» demanda Naomi en s'approchant, ses petits bras tendus vers celle qu'il avait portée 9 mois. Tonya détournait le regard. « Tu me remercieras plus tard. Gina est assez grande pour s'occuper de toi. » Ces mots tombèrent comme des pierres dans l'eau. Gina se leva d'un bond, ses yeux flamboyants de colère. « Comment peux-tu nous abandonner? Nous sommes tes filles !» cria-t-elle en igbo, utilisant instinctivement la langue de sa mère pour la toucher au cœur. Mais Tonya était déjà partie. La porte claqua avec un bruit définitif, laissant derrière elle le parfum de son Chanel numéro 5 et un silence assourdissant. Michael s'agenouilla et prit ses filles dans les bras. Il sentit leurs larmes chaudes mouiller sa chemise, leur petit corps trembler comme des feuilles dans la tempête. « Mes princesses, murmura-t-il en yoruba, votre papa va s'en sortir, nous allons nous en sortir. » Mais cette nuit-là, seul dans le grand lit qui sentait encore le parfum de Tonya, Michael pleura pour la première fois depuis la mort de son père. Les semaines qui suivirent furent un calvaire quotidien. Michael épuisait rapidement ses maigres économies, 45 000 naira qu'il gardait dans une vieille boîte à biscuits Pick Milk. Les factures s'accumulaient, électricité, eau, frais scolaires. Le propriétaire, Mr. Adeleke, commençait à frapper à la porte chaque fin de mois avec la régularité d'un métronome impitoyable. « Oga Michael, I no want wahana, but rent must pay, oh !» répétait-il en pidgin, cette langue véhiculaire de Lagos qui traduit la dure réalité de la survie urbaine. Michael accepta tous les petits boulots qu'il put trouver. Il portait des sacs de ciment sur les chantiers de construction d'Ikoyi, lava des voitures dans les quartiers huppés des Victoria Island, nettoyait des gouttières sous le soleil impitoyable de Lagos. Ses mains, autrefois douces et soignées, se couvrirent de cas et de coupures. Son dos se voûta sous le poids de charges qu'il n'était pas habitué à porter. Le plus dur était le regard des autres. Ses anciens collègues, qui le croisaient parfois, évitaient son regard, gênés par cette chute sociale qui leur rappelait leur propre vulnérabilité. Les voisins chuchotaient sur son passage. « Ah, na so life bio! Yesterday big man, today suffering man !» Chaque matin, il préparait de petites portions de riz et d'huile de palme pour que Gina puisse cuisiner après l'école. Il peignait soigneusement les cheveux de Naomi avec un peigne en bois sculpté que sa grand-mère lui avait offert, lavait leurs uniformes à la main dans la cour commune et les accompagnait à l'école avant de partir chercher du travail. « Papa, ça va aller ?» lui demandait souvent Gina, ses grands yeux brillants d'inquiétude. « Évidemment, ma princesse, ton papa est fort comme un lion !» répondait-il en forçant un sourire qui ne trompait personne. Pendant que Michael luttait pour sa dignité dans les rues poussiéreuses de Lagos, Tonya vivait sa nouvelle vie comme une reine. Stanley Okafor l'avait installée dans un somptueux appartement de Victoria Island, avec vue sur la lagune. L'endroit respirait le luxe ostentatoire, marbre italien, meubles importés d'Europe, domestique à demeure. Stanley, 48 ans, était ce qu'on appelait à Lagos un « big man ». Propriétaire d'une chaîne de supermarchés, il roulait en Range Rover Sport noir, portait des montres Rolex et entretenait 3 téléphones. Un pour les affaires, un pour sa femme officielle et un pour ses « friends ». Tonya s'épanouissait dans ce monde de paillettes. Ses comptes Instagram et Facebook explosaient de photos paradisiaques. Séances shopping dans les boutiques de luxe d'Ikoyi, dîners dans les restaurants chics de Lekki, week-end à Dubaï et en Afrique du Sud. « Living my best life », écrivait-elle en légende d'une photo d'elle sirotant du champagne sur un yacht à Lagos Marina. « God when, some of us are tired of suffering ». Les commentaires affluaient de ses amis jalouses. « Sis is winning », sentit-elle. « Your ex must be dying inside.
rajoutait Adoni. This is what happens when you know your worth, concluait Kemi. Mais personne ne mentionnait Gina et Naomi. Personne ne demandait des nouvelles de ces deux petites filles qu'elle avait abandonnées comme de vieux vêtements. Stanley la couvrait de cadeaux. Sacs Hermès, bijoux Tiffany, voyages exotiques. Il l'appelait Baby Girl et la présentait dans les soirées sélectes de Lagos comme ma reine. Tonya se sentait enfin respectée, admirée, enviée. Mais derrière ce vernis doré, des fissures commençaient déjà à apparaître. Stanley disparaissait parfois sans explication, recevait des appels mystérieux en pleine nuit et manifestait une possessivité inquiétante. « Tu appartiens à qui ?» lui demandait-il parfois, un éclat dangereux dans les yeux. « À toi, baby !» répondait Tonya, ignorant les signaux d'alarme que son instinct lui envoyait. Un soir, alors que Michael rentrait épuisé d'une journée de labeur, il trouva Naomi allongée sur le tapis, brûlante de fièvre. Sa petite poitrine se soulevait difficilement et quand elle toussait, des traces de sang maculèrent sa main. « Gina !» cria-t-il, pris de panique. Sa fille aînée accourut, ses yeux s'écarquillant d'effroi en voyant l'état de sa petite sœur. Michael prit Naomi dans ses bras et courut jusqu'à l'hôpital général de Lagos Island, ses pieds nus claquant sur le bitume humide. Dans le danfo, bis populaire, qui l'emmenait vers l'hôpital, il serrait sa fille contre lui en murmurant des prières en yoruba. « Olodumare, ma fille omomi sileto, Dieu, ne me prends pas mon enfant. » À l'hôpital, le médecin, Dr Adeyemi, diagnostiquait une infection respiratoire grave causée par la malnutrition et l'exposition à la poussière. « Votre fille a besoin d'antibiotiques, de repos et d'une alimentation équilibrée », expliqua-t-il avec cette compassion fatiguée des médecins qui voient défiler la misère quotidiennement. Michael fouilla dans ses poches. 3500 neiras, soit l'équivalent de $8. Le traitement coûtait 15 000 neiras. « Docteur, please, I go pay small, supplia-t-il en pidgin. Le docteur Adeyemi le regarda longuement, puis signa discrètement l'ordonnance. « Amenez-la demain pour les injections, et trouvez un moyen de mieux la nourrir. » Cette nuit-là, Michael s'assit au chevet de Naomi et prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Il appela Cynthia, la meilleure amie de Tonya. « Cynthia, c'est Michael. »« Michael ?» La surprise dans sa voix était palpable. « J'ai besoin d'une faveur. Donne-moi l'adresse de Tonya. Naomi est malade. J'ai juste besoin de parler à leur mère. » Un long silence. Cynthia connaissait la vérité sur Stanley. Ses mensonges, ses autres femmes, sa violence latente. Mais elle connaissait aussi l'orgueil de Tonya. « Royal Gardens Estate, Ikwai, bloc C, appartement 2B. Ne dis pas que ça vient de moi. » Le lendemain, Michael se rendit à Ikwai avec un petit panier de fruits. Oranges, bananes, pommes achetés avec ses derniers neiras. Le contraste était saisissant. Lui en chemise froissée et chaussures trouées, dans ce quartier où chaque maison valait des millions de neiras. Le gardien de sécurité le regarda avec suspicion avant de le laisser entrer après vérification. Michael se dirigea vers l'immeuble ultramoderne, ses pas résonnant sur le marbre poli. Quand Tonya ouvrit la porte, le choc fut mutuel. Elle était resplendissante dans une robe en soie, ses cheveux fraîchement défrisés, une coupe de champagne à la main. Derrière elle, l'appartement révélait un luxe ostentatoire. Écran plasma géant, canapé en cuir italien, œuvre d'art moderne. « Michael ?» murmura-t-elle, incapable de cacher sa stupéfaction. « Tonya, excuse-moi de déranger. Je voulais juste... Naomi est malade. Les filles ont besoin de leur mère. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix masculine retentit de l'intérieur. « Baby, who be that ?» Stanley apparut, imposant dans son peignoir de soie, une chaîne en or massif autour du cou. Il jaugea Michael d'un regard de mépris avant de passer un bras possessif autour de la taille de Tonya. « Everything all right ?» demanda-t-il avec cette arrogance tranquille des hommes habitués à dominer. Tonya regarda Michael, et dans ses yeux, il vit non pas de compassion, mais de gêne. Elle avait honte de lui, honte d'être associée à cette version déchue de l'homme qu'elle avait épousé. « Il s'en va », dit-elle froidement. Michael resta là une seconde de plus, le panier de fruits tremblant dans ses mains. Puis il hocha la tête et partit sans un mot, laissant derrière lui les derniers fragments de l'amour qu'il avait porté à cette femme. Cette nuit-là, de retour dans son appartement miteux,
Michael s'assit de voir sous les étoiles de Lagos. Gina vint le rejoindre en silence, en roulant ses bras autour de lui. « Papa, ça fait mal ?» demanda-t-elle avec cette sagesse précoce des enfants qui grandissent trop vite. Michael la regarda, cette belle jeune fille qui ressemblait tant à Tonya, mais qui avait hérité de son caractère à lui. « Oui, ma princesse. Ça fait mal. Mais la douleur nous apprend qui nous sommes vraiment. » Il sortit de sa poche le dessin que Naomi avait fait la semaine précédente. Un homme tenant la main de 2 petites filles, avec écrit en lettres maladroites « Mon papa est mon héros ». « Je ne suis pas un perdant, » murmura-t-il pour lui-même. « Je suis un père, et je n'ai pas fini de me battre. » Le lendemain matin, il appela Foreman Moussa, un contremaître qui avait remarqué son sérieux sur les chantiers. « Michael, I got one connection for you. There's a warehouse for building material them need reliable person. The owner, Aladji Bello, he know they joke with honesty. » Le dépôt d'Aladji Bello était situé dans le quartier industriel d'Ikeja. C'était un vaste entrepôt où s'entassaient sacs de ciment, barres de fer, carreaux et tous les matériaux nécessaires à la construction effrénée de Lagos. Aladji Bello était un homme du Nord, un Haoussa au regard perçant, qui avait bâti son empire à force de travail et d'intégrité. Quand Michael se présenta, vêtu de sa plus belle chemise, lavée et repassée 3 fois, l'homme l'observa longuement. « Can I trust you ?» demanda-t-il simplement. Michael ne fit pas de long discours. Aladji, j'ai 2 filles. J'ai travaillé dans des bureaux et porté des blocs de mes mains. Mais je n'ai jamais volé et ne commencerai pas maintenant. Si vous me donnez une chance, je travaillerai comme si cet endroit était le mien. Aladji Bello hocha lentement la tête. Tu commences demain. 2 semaines d'essai. 25 000 naïras par semaine. Si tu fais du bon travail, on verra pour la suite. Michael sentit ses genoux trembler. 25 000 naïras, plus qu'il n'avait gagné en un mois avec ses petits boulots. Les premiers jours furent épuisants. Michael apprenait à gérer les stocks, superviser les livraisons, négocier avec les fournisseurs, mais quelque chose en lui s'épanouissait. Il retrouvait cette sensation de compétence, cette fierté du travail bien fait. Au bout d'une semaine, Aladji Bello appela. « Michael, les clients demandent toi par ton nom. Les workers respectent toi. Tu gères cet endroit comme si c'était toi le propriétaire. » « Merci Aladji, je fais de mon mieux. » À partir de la semaine prochaine, tu es assistant manager. 40 000 naïras par semaine. Cette nuit-là, Michael rentra avec 2 packs de biscuits et des moissons fraîches pour les filles. Pour la première fois depuis des mois, il y eut des rires dans la maison. Pendant que Michael reconstruisait sa vie brique par brique, l'idylle de Tonya virait au cauchemar. Stanley devenait de plus en plus possessif et violent. Il contrôlait ses sorties, fouillait son téléphone, et ses accès de colère se faisaient plus fréquents. « Tu crois que parce que je te donne tout, tu peux faire n'importe quoi ?» cria-t-il un soir après avoir trouvé un message innocent d'un ami sur son WhatsApp. Tonya découvrit aussi que Stanley était marié. Sa femme, Mrs. Okafor, vivait à Londres avec leurs 3 enfants, mais elle revenait régulièrement au Nigeria. Un matin de juillet, alors que Tonya se faisait les ongles dans le salon, la porte d'entrée explosa. Mrs. Okafor entra comme une furie, accompagnée de 2 femmes robustes, ses sœurs. « Where is the prostitute where they live for my house ?» hurla-t-elle en pidgin. Ce qui suivit fut une humiliation publique totale. Tonya fut traînée par les cheveux, sa perruque arrachée, ses vêtements déchirés. Les voisins sortaient sur leur balcon, téléphone à la main, filmant la scène pour les réseaux sociaux. « Pack your things and leave my house !» criait Mrs. Okafor en jetant les affaires de Tonya par la fenêtre. Stanley, pris en flagrant délit, ne fit rien pour la défendre. Pire, il aida même sa femme à rassembler les affaires de Tonya. « I never promised you anything permanent », lui lança-t-il avec un mépris glacial. « You were just for entertainment ». Tonya se retrouva à la rue, pieds nus, sa dignité éparpillée sur le bitume de Victoria Island, comme ses vêtements de marque. Tonya appela Cynthia, sa seule planche de salut. Quand elle arriva chez son amie, son visage était enflé, sa fierté en lambeaux. « Que s'est-il passé ?» demanda Cynthia, choquée par son apparence. « S'il te plaît, laisse-moi rester ici quelques jours, juste le temps de me retourner. » Cynthia soupira. Elle avait vu venir cette chute, mais l'amitié l'obligeait à tendre la main. « D'accord, mais pas de drame, et cherche rapidement une solution. » Les premières semaines chez Cynthia furent supportables.
Mais Tonia sombrait dans la dépression. Elle dormait jusqu'à midi, ignorait les tâches ménagères et passait ses journées à faire défiler les réseaux sociaux, nostalgique de sa vie dorée. Pire encore, la vidéo de son humiliation circulait sur TikTok et Instagram. Les commentaires étaient impitoyables. Naso side check the end. She thought she was smart leaving her husband. Where are her children when she needs them? Cynthia commençait à perdre patience. Tonia abusait de son hospitalité, mangeait sans contribuer, laissait traîner ses affaires partout. Un soir, lors d'un appel avec sa cousine, Cynthia soupira. « Je ne sais plus comment faire. Elle abuse. Je la plains, mais elle me vide. » Tonia entendit depuis le couloir. Son cœur se serra. Elle savait que ses jours chez Cynthia étaient comptés. 3 mois après avoir commencé au dépôt, Michael était devenu indispensable. Alagi Bello le consultait pour toutes les décisions importantes. Les autres branches de l'entreprise l'appelaient pour des conseils. Sa réputation grandissait dans tout le secteur. Un matin, Alagi Bello l'appela dans son bureau. « Michael, assieds-toi. » Le ton était grave. Michael s'inquiéta. Avait-il fait quelque chose de mal ? « J'ai une nouvelle à t'annoncer. Ma femme et moi, nous partons pour la Mecque le mois prochain. Puis nous irons rejoindre nos enfants en Arabie Saoudite. » Michael ne voyait pas où il voulait en venir. « J'ai observé comment tu travailles. Tu as porté cette entreprise comme si elle était tienne. Tu as apporté l'ordre là où il y avait le chaos. » Alagi Bello se leva et se dirigea vers son coffre-fort. « C'est pourquoi j'ai décidé de te léguer toute l'entreprise. » Michael crut avoir mal entendu. « Alagi ? » Les 3 entrepôts, les camions, le bureau, même la maison d'Ikoyi où je vis. Tout est à toi maintenant. J'ai signé les papiers de transfert ce matin. Michael resta bouche bée. Des larmes coulaient sur ses joues. « Alagi, je ne sais pas quoi dire. » « Ne dis rien. Continue juste à faire ce que tu as toujours fait. Prends soin de tes filles. Et n'oublie jamais, Allah ne fait jamais porter à un homme plus qu'il ne peut supporter. » 6 mois plus tard, Michael Adebayo était méconnaissable. Il habitait désormais la villa de 5 chambres d'Alagi Bello à Ikoyi, avec piscine, jardin paysager et vue sur la lagune. Ses filles avaient changé d'école pour l'une des meilleures institutions privées de Lagos. Gina, maintenant en terminale, parlait déjà de faire médecine à l'université. Naomi, complètement rétablie, était devenue une petite fille épanouie qui prenait des cours de piano et de natation. Michael avait rencontré Amina, une belle architecte Haoussa de 35 ans, divorcée et mère d'un garçon de 10 ans. Leur relation était basée sur le respect mutuel, la compréhension et l'amour des enfants. Amina aimait Gina et Naomi comme ses propres filles, et elle l'avait adoptée avec joie. L'entreprise de Michael prospérait. Il avait ouvert 2 nouvelles branches et employait maintenant plus de 50 personnes. Son bureau de Glass House Victoria Island dominait la lagune de Lagos. Les plus gros projets de construction de la ville passaient par ses entrepôts. Un après-midi, alors qu'il signait un contrat de plusieurs millions de Naira, son assistante l'informa. « Sœur, une dame nommée Cynthia vous demande au téléphone. » Michael fronça les sourcils. « Cynthia ?» Il n'avait plus entendu ce nom depuis des mois. « Passez-la moi. »« Michael, c'est Cynthia. »« Bonjour Cynthia, que puis-je faire pour vous ?»« Michael, j'ai besoin de te parler. C'est à propos de Tonia. » Michael resta silencieux. « Elle a besoin d'aide. Je ne peux plus la garder chez moi. Elle est complètement brisée. » Michael regarda par la baie vitrée de son bureau, observant les voitures de luxe qui circulaient sur Ozumba Mbadiwe Avenue. « Et qu'est-ce que vous attendez de moi, Cynthia ?»« Elle veut te voir. Elle veut s'excuser. Pour les filles aussi. » Un long silence. Michael pensa à Gina qui préparait ses examens d'entrée à l'université, à Naomi qui riait en regardant des dessins animés le soir, à Amina qui préparait le dîner en chantonnant des chansons Haoussa. « Donnez-lui mon adresse, » dit-il finalement. « Mais dites-lui de ne venir qu'une seule fois. » 3 jours plus tard, un danfo s'arrêta devant les grilles dorées de la villa de Michael à Banana Island. Tonia en descendit, méconnaissable. Ses cheveux, autrefois si soignés, étaient négligemment attachés dans un foulard usé.
Sa robe en wax, jadis éclatante, était délavée par trop de lavage. Ses chaussures étaient trouées, ses nains abîmés par le travail de ménage qu'elle faisait désormais pour survivre. Le gardien, Malam Ibrahim, un homme du Nord loyal et discret, la regarda avec curiosité. « Madame, you come see Yoga ?»« Oui, » murmura-t-elle sa voix à peine audible. « Dis-lui que Tonia est là. » Ibrahim hocha la tête et disparut à l'intérieur. Dans le jardin, on entendait les éclats de rire de Naomi qui jouait dans la piscine avec Khalil, le fils d'Amina. Gina était assise sous la pergola, concentrée sur ses livres de physique-chimie. Amina arrosait ses fleurs, radieuse dans son cafetan brodé. Michael apparut sur la terrasse, imposant dans son agbada blanc brodé d'or. À 44 ans, il avait acquis cette prestance naturelle des hommes qui ont triomphé de l'adversité. Ses yeux, autrefois fatigués par la lutte, brillaient maintenant de confiance et de sérénité. Quand Tonia le vit, ses jambes tremblèrent. Ce n'était plus l'homme brisé qu'elle avait laissé. C'était un roi dans son royaume. « Michael !» murmura-t-elle, des larmes coulant sur ses joues creusées par les privations. « Je suis venu dire pardon. J'ai tout perdu. Stanley m'a jeté comme un déchet. Je n'ai plus rien, plus personne. » Amina s'était discrètement rapprochée, prête à soutenir son futur époux si besoin. Elle connaissait cette histoire, Michael lui avait tout raconté. Elle ne ressentait aucune jalousie, seulement de la compassion pour cette femme brisée. « Tonia, regardez autour de vous, » dit Michael en désignant ses filles. « Gina va entrer en médecine l'année prochaine à l'université de Lagos. Naomi prend des cours de piano et parle maintenant 3 langues. Elles vont bien. Nous allons bien. »« Nos filles » corrigea Tonia faiblement. « Non, » répondit Michael fermement. « Mes filles. Vous les avez abandonnées quand elles avaient besoin de vous. Amina !» Il fit signe à sa fiancée de s'approcher. « Voici leur vraie mère maintenant. Celle qui les aide à faire leurs devoirs, qui les console quand elles pleurent, qui les encourage à rêver grand. » Tonia regarda Amina, belle, élégante, rayonnante de bonheur. Tout ce qu'elle avait été autrefois et qu'elle avait perdu par orgueil. « S'il te plaît, » supplia-t-elle en tombant à genoux. « Je n'ai nulle part où aller. Je dors dans la rue parfois. Laisse-moi juste être près d'elle. » Gina se leva et s'approcha lentement. À 16 ans, elle avait la maturité d'une femme et la sagesse de son père. « Maman, » dit-elle en yoruba, « j'ai pleuré pour toi pendant des mois. J'ai prié pour que tu reviennes. Mais maintenant je comprends. Tu ne nous as pas quittés par accident. Tu as choisi de partir. Tu as choisi un homme que tu connaissais à peine plutôt que nous qui t'aimions inconditionnellement. » Tonia tendit la main vers sa fille, mais Gina recula. « Je te pardonne parce que papa nous a appris le pardon. Mais tu ne peux pas revenir dans notre vie comme si rien ne s'était passé. Nous avons construit notre bonheur sans toi. » Naomi sortit de la piscine et courut vers son père, l'eau dégoulinant de son maillot de bain rose. Elle regarda Tonia avec curiosité, sans la reconnaître vraiment. « Papa, c'est qui la dame qui pleure ?» Michael prit sa fille dans ses bras. « C'est quelqu'un qui a perdu son chemin, ma princesse. » Michael fit signe à Ibrahim d'apporter une chaise et un verre d'eau fraîche. Tonia s'assit, épuisée par l'émotion et les privations. « Tonia, » dit Michael en s'asseyant en face d'elle, « je ne ressens plus de colère pour vous. La colère est un poison que j'ai choisi de ne plus porter. Mais je ne peux pas non plus effacer le passé. » Il sortit de sa poche un chéquier. « Je vais vous donner de l'argent pour que vous puissiez vous remettre sur pied. 500 000 naira. C'est assez pour louer un petit appartement et démarrer une activité. » Les yeux de Tonia s'illuminèrent d'espoir. « Mais, » continua Michael, « c'est tout. Nous ne sommes plus mariés dans mon cœur. Mes filles ont une mère qui les aime vraiment. J'ai une femme qui me respecte et que je respecte. Vous avez fait vos choix, j'ai fait les miens. » Il signa le chèque et le lui tendit. « Utilisez cette chance pour devenir la femme que vous auriez dû être. Pas pour nous, mais pour vous. » Tonia prit le chèque avec des mains tremblantes. « Et le fit ? Je peux les voir parfois ?» Michael regarda Gina, qui hocha imperceptiblement la tête. « Si elles le souhaitent, quand elles seront adultes, elles pourront décider. Mais pour l'instant, laissez-les grandir en paix. » Amina s'approcha et posa doucement sa main sur l'épaule de Tonia. « Sœur, » dit-elle en Haoussa, « Allah donne toujours une seconde chance à ceux qui la méritent vraiment. Utilisez bien cette chance. » La mosquée centrale de Lagos Island était bondée en ce vendredi après-midi. Michael Adebayo, maintenant âgé de 49 ans, était devenu l'une des figures les plus respectées du milieu des affaires nigérian. Son entreprise, Adebayo Holdings, était cotée à la bourse de Lagos et employait plus de 1000 personnes. Après la prière, il se dirigea vers sa nouvelle Bentley, conduite par son chauffeur personnel, Moussa, l'ancien contremaître, qui lui avait trouvé son premier emploi au dépôt. Michael n'oubliait jamais ceux qui l'avaient aidé dans les moments difficiles.
il se rendit directement à l'université de Lagos, où Gina, maintenant en 4e année de médecine, donnait une conférence sur la malnutrition infantile. À 21 ans, elle était devenue une jeune femme brillante et engagée, présidente de l'association des étudiants et déjà acceptée dans un programme de spécialisation en pédiatrie à Londres. Naomi, 12 ans, l'attendait dans l'amphithéâtre avec Amina et Khalil. La petite fille était devenue une adolescente épanouie, première de sa classe et championne de natation du Stade de Lagos. Elle parlait couramment Yoruba, Hausa, Igbo et français et rêvait de devenir diplomate. « Papa !» cria-t-elle en se jetant dans ses bras dès qu'elle le vit. Michael la souleva, riant de ce rire profond et serein qu'il avait retrouvé depuis son mariage avec Amina 3 ans plus tôt. Leur mariage avait été l'événement social de l'année à Lagos, célébré dans toute la presse comme l'union de 2 success stories nigérianes. Amina s'approcha et l'embrassa tendrement. À 40 ans, elle dirigeait maintenant sa propre firme d'architecture et avait été nommée femme d'affaires de l'année par le magazine This Day. Ensemble, ils formaient un couple puissant, mais humble, généreux avec leur communauté. « Comment s'est passée la conférence de notre fille ?» demanda Michael. « Brillante comme toujours », répondit Amina en souriant. « Elle a déjà reçu 3 offres de stage pour l'été prochain. » Alors qu'il sortait de l'université, Michael aperçut une silhouette familière près du parking. Tonya se tenait à distance respectueuse, élégamment vêtue d'un tailleur simple mais bien coupé. À 41 ans, elle avait retrouvé une certaine dignité. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, son maquillage discret. Avec l'argent que Michael lui avait donné 5 ans plus tôt, elle avait ouvert un petit salon de coiffure à Surerere. L'affaire marchait bien, et elle vivait maintenant modestement, mais dignement. Elle n'avait jamais essayé de recontacter ses filles, respectant les termes de leur dernière conversation. Gina sortit de l'amphithéâtre, radieuse dans sa blouse blanche d'étudiante en médecine. Quand elle vit Tonya, elle s'arrêta. Pendant un moment, mère et fille se regardèrent à travers la cour de l'université. Puis, Gina s'approcha lentement. « Maman » dit-elle simplement. « Ma fille » murmura Tonya, des larmes dans les yeux. « Tu es devenue si belle, si brillante. J'ai appris en lisant les journaux que tu as réussi à reconstruire ta vie. Je suis contente pour toi. » Tonya hocha la tête. « J'ai appris mes erreurs, trop tard pour réparer, mais pas trop tard pour devenir une meilleure personne. »« Tu veux rencontrer ta petite sœur ?» demanda Gina. Tonya regarda vers la voiture où Naomi riait de Khalil. « Elle ne me connaît même pas. Elle a une vraie maman maintenant. »« Amina est formidable, » confirma Gina. « Mais tu restes notre mère biologique. Papa nous a appris à ne pas haïr, seulement à nous protéger. » Tonya sourit à travers ses larmes. « Ton père est un homme remarquable. J'ai été aveugle de ne pas voir sa valeur quand je l'avais. Il dit souvent que ces épreuves l'ont rendu plus fort, que sans cette période difficile, il ne serait jamais devenu l'homme qu'il est aujourd'hui. » Tonya regarda une dernière fois vers la voiture, où Michael aidait Naomi avec ses devoirs, pendant qu'Amina caressait tendrement sa joue. Une famille unie, heureuse, complète. « Prends soin de toi, maman, » dit Gina en s'éloignant. « Et merci d'être venue. Ça me fait du bien de savoir que tu vas bien. » Ce soir-là, dans leur villa de Banana Island, la famille Adebayo dînait sur la terrasse, face à la lagune. Les lumières de Lagos scintillaient comme des étoiles terrestres, et l'air chaud portait les parfums de frangipaniers du jardin. Michael regardait ses filles, Gina discutant passionnellement de ses projets de recherche médicale, Naomi racontait sa journée à l'école avec enthousiasme, Khalil silencieusement fier de faire partie de cette famille recomposée. Amina souriait, une main posée sur son ventre légèrement arrondi. Elle attendait leur premier enfant ensemble. « Papa » dit Naomi soudainement, « raconte-nous encore l'histoire du lion qui est tombé dans le puits. » Michael sourit. C'était un conte Yoruba que son grand-père lui racontait et qu'il avait adapté au fil des ans. Il était une fois un lion qui régnait sur la savane. Un jour, trompé par un mirage, il tomba dans un puits profond. Tous les animaux vinrent se moquer de lui. « Regarde le roi des animaux !» criait-il. « Il n'est plus qu'un chat mouillé !» Naomi connaissait l'histoire par cœur, mais écoutait avec attention. Le lion aurait pu devenir amer, haïr ceux qui se moquaient. Mais il choisit de creuser, jour après jour, griffe après griffe. Et savez-vous ce qui arriva ? Il trouva une source, cria Naomi en riant. Exactement. Et cette source devint une rivière qui apporta la vie à toute la région. Le lion était devenu plus qu'un roi,
Il était devenu un bienfaiteur, et tous ceux qui s'étaient moqués vinrent le remercier. Michael regarda chacun de ses enfants dans les yeux. La morale, mes chéris, c'est que nos chutes ne définissent pas qui nous sommes. C'est ce que nous faisons après la chute qui compte. Amina lui prit la main. Et parfois, dit-elle en souriant, on découvre que la chute était nécessaire pour nous mener vers notre vraie destinée. Plus tard dans la soirée, seul sur sa terrasse, Michael récita sa prière de Maghreb face au coucher de soleil sur Lagos. Dans sa poche, il gardait toujours le dessin froissé de Naomi. « Mon papa est mon héros ». Mais maintenant, il savait qu'il n'était pas le héros de cette histoire. Il était simplement un homme qui avait appris que la vraie force ne vient pas de l'absence de chute, mais de la volonté de se relever, encore et encore, jusqu'à ce que les chutes deviennent des envols. Et dans cette leçon, gravée dans les rues animées de Lagos, dans la sueur des chantiers de construction et la dignité retrouvée d'un dépôt de matériaux, résidait une vérité universelle. L'amour véritable, celui d'un père pour ses enfants, celui de la famille que l'on choisit plutôt que celle que l'on subit, est la force la plus puissante du monde. Cette histoire s'inspire des milliers de Michael et de Tonia qui vivent dans les rues de Lagos, d'Abidjan, de Kinshasa et de toutes les grandes métropoles africaines. Elle est dédiée à tous les pères et mères qui se battent chaque jour pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants et à tous ceux qui ont appris que la vraie richesse ne se mesure pas en naira, en francs CFA ou en dollars, mais en amour, en dignité et en résilience. Que leurs histoires continuent d'inspirer le monde.